Chapitre 25. Gaston Larmoisi tressaille, une lettre d'elle dans son courrier. L'écriture, comme le papier, est d'une élégance sobre. Il s'en empare et d'abord l'approche de ses narines pour sentir le discret parfum qui s'en dégage. Toujours le même, remarque-t-il, à mi-voix. Elle est plus fidèle à son parfum qu'à son amour. Et regarde un instant l'écriture si nette qui a tracé son nom et son adresse, puis l'enveloppe fendue, en tire une carte sur laquelle il lit. « Mon cher Gaston, j'aurais besoin de m'entretenir un moment avec vous au sujet d'un arrangement que je désire prendre. Voudriez-vous me fixer un rendez-vous? Je suis personnellement libre, fidèlement votre Marie-Hélène Larmoisi. » Il répète intrigué. Un arrangement qu'elle veut prendre? L'arrangement? Une absurdité, probablement la pauvre femme n'a jamais été capable de penser comme tout le monde. Et il reste un instant rêveur. Cette écriture est à tel point l'image de celle qu'il a tracée. Regardez les mots, il la voit paraître devant lui. Non telle qu'elle est aujourd'hui, cette Marie-Hélène-là. Il ne la connaît pas, mais telle qu'il l'a connue, jeune fille, jeune femme. Une autre Monique, mais d'un blond plus chaud, d'une taille plus élevée, une très belle femme et si distinguée. Il secoue les épaules, elle était trop distinguée pour lui. Très vite, il a senti que cela ne marchait pas, qu'elle se rétractait, s'enfonçait dans une coquille morale, s'y murait derrière une froideur qu'il ne pouvait percer. Elle ne restait à son poste que par devoir, à cause des enfants. Lui, rebuté, avait cherché à se consoler ailleurs. Elle l'avait appris, et la séparation en était résulté. Que lui voulait-elle aujourd'hui? Il démêlait mal s'il appréhendait de la revoir ou s'il s'en réjouissait. Pourvu qu'elle ne lui créât pas de difficultés, qu'il n'y eût pas une question litigieuse à discuter. Il aurait horreur de lutter contre cette femme seule et sans défenseur. Sans défenseur. Le sourire de Gaston Larmoisi se fit ironique. Son défenseur naturel et légal, mais c'était lui-même justement lui dont elle avait rejeté la protection et la tendresse. Il l'avait aimée, oui, beaucoup, seulement pas de la manière qu'elle avait rêvé. On donne ce qu'on peut. L'idée de se retrouver en face d'elle le troublait. Comment était-elle maintenant? Plus la même au physique, c'est évident. Ces 20 années avaient dû marquer sur elle, comme sur lui, peut-être plus encore sur elle à cause de sa nature délicate, des soucis qui l'avaient accablée, des besognes ménagères qu'elle s'imposait. Le temps n'avait-il pas tassé, voûté sa taille droite un peu fière, atténué l'éclat de son teint, blanchi ses cheveux d'un blond si merveilleux. Quelle chose triste et étrange qu'il en fut réduit à se poser ces questions au sujet de la mère de ses enfants, qu'il n'eût pas revue depuis 20 ans, celle qui avait été son épouse, qu'il était encore, puisqu'aucune décision religieuse ni civile n'était intervenue, et prit l'aplomb. Ma chère Marie-Hélène, si vous le voulez bien, je me rendrai rue de Grenelle demain vers 3 heures, heureux si je puis vous faciliter l'arrangement que vous désirez prendre. Respectueusement, votre Larmoisi. Seule dans son petit salon, Marie-Hélène se préparait non sans émoi à l'entrevue de tout à l'heure. Elle avait disposé les 2 sièges où il s'assiérait pour cet entretien, celui destiné à Gaston en lumière, le sien dans l'ombre. Quelques œillets mettaient leurs notes roses sur un coin de la cheminée. Au moment de passer une robe, elle avait hésité laquelle convenait le mieux. Cette noire était plus sobre, celle-ci lui essayait davantage. C'était celle dont Monique lui disait « Vous êtes ainsi habillée, maman, vous paraissez ma sœur aînée ». Elle s'était décidée pour cette dernière. « Je ne veux tout de même pas lui apparaître comme une vieille douairière », s'était-elle assurée pour justifier son choix. Il n'a pas besoin de savoir combien ces 20 années ont pesé sur moi. Toute prête à présent, elle s'agitait. La pendulette sur son petit bureau marquait 3h moins 5. Autrefois, il manquait d'exactitude. La ferait-il attendre aujourd'hui? Un retard témoignerait de bien peu d'empressement. Après tant d'années, cependant, rien que la curiosité devrait le pousser. Il ne convenait pas qu'elle eût l'air de l'attendre. Elle prit un bloc et commença une lettre. Alors, et avant même les coups de 3 heures, le timbre de la porte d'entrée résonna. La femme de ménage était là et ouvrit. Quand Marie-Hélène vit entrer son mari, elle se leva et vint vers lui. « Bonjour Gaston ». C'étaient bien les mots par lesquels elle avait décidé de l'accueillir. Mais dans son trouble, en le faisant asseoir, elle n'utilisa pas les fauteuils qu'elle avait préparés, de sorte que lui se trouvait dans l'ombre et elle même en lumière. « Bonjour Marie-Hélène, votre lettre m'a un peu surpris, mais je ne pouvais négliger cette occasion de vous revoir. Merci d'être venue. Cela fait combien de temps que nous nous étions rencontrés? 21 ans, dit-elle. Elle s'en voulut d'avoir un répondant si vite, parut compter les jours de la séparation. C'est bien aussi ce que je croyais, mais je pensais m'être trompée dans mes calculs en constatant combien peu ces années ont marqué sur vous. Il était sincère, agréablement surpris de la trouver encore mince, souple, très droite, des fils argentés éclaircissaient un peu la blondeur de sa chevelure, mais son teint, en l'absence de tout maquillage, conservait une certaine fraîcheur et les rides ne se creusaient pas encore dans la peau restée souple. La regardant non sans complaisance, il lui opposait, dans sa pensée, en un court parallèle la femme boulotte, drôle et amusante au langage imagé et aux manières un peu vulgaires dont il voulait faire la seconde Madame Larmoisi.
Celle-là, à grand renfort de phares et de subterfuges, luttait vainement contre le travail des ans. La remarque de son mari avait mis un demi-sourire sur les lèvres de Marie-Hélène. Vous vous êtes demandé sans doute pourquoi je désirais vous voir. Vous avez parlé d'un arrangement. Oui, comme c'était difficile à exprimer. D'avance, elle avait trouvé cela tout simple, et maintenant qu'il était là, elle sentait tout ce que sa proposition avait de délicat à formuler. S'il allait refuser, comme ce serait blessant pour elle. Elle dut faire un violent effort de volonté. Pardonnez-moi, Gaston, de revenir sur le passé. Monsieur Larmoisie esquissa un geste d'indifférence. Elle dit « Depuis que nos enfants ont grandi, j'ai mieux compris les inconvénients de notre situation. Je regrette de n'avoir pas supporté jusqu'au bout pour l'amour d'eux un état de choses pénibles. Je le regrette d'autant plus aujourd'hui que la solitude à laquelle vous ne pouvez vous résoudre et qui empêche Michel de suivre son attrait est la conséquence de notre séparation. Si je vivais à votre foyer, notre fils pourrait s'éloigner sans remords. » Monsieur Larmoisie inclina la tête. « Je viens donc vous dire aujourd'hui, Gaston, l'erreur que j'ai commise et se peut réparer. Aucune décision légale ne nous oblige à vivre séparés, vous et moi. » Elle s'arrêta, son mari devait avoir compris. « En résumé, dit-il, vous m'offrez de reprendre la vie commune. » Elle inclina la tête. Elle était devenue très pâle car le ton de Monsieur Larmoisie ne trahissait pas la surprise émue qu'elle était en droit d'attendre. « Vous me l'offrez, ajouta-t-il. Pour l'amour de Michel ? Je vous l'offre, protesta-t-elle, pour remettre les choses en ordre, car le bonheur est dans la paix et la paix dans l'ordre, pour que nos enfants aient la joie de réunir à leur table à la fois leur père et leur mère, et ne croient pas frustrer l'un en allant vers l'autre. Oui, enfin, vous le faites uniquement pour vos enfants. Est-ce qu'à l'âge que nous avons atteint, il n'est pas normal de tout faire converger vers ceux qui nous prolongent, qui sont l'avenir. Cependant, je ne le fais pas seulement pour eux, je le fais aussi pour vous, Gaston, pour remplir mon devoir envers vous. » Il ne disait rien. La proposition de sa femme allait à l'encontre de ses combinaisons. Si Marie-Hélène offrait de revenir, ce n'était pas un réveil de l'ancienne affection, c'était par devoir, c'était surtout pour empêcher son divorce et son union avec mademoiselle Régnier. Volontiers, il eût répondu que cette offre arrivait trop tard et qu'il avait d'autres projets, mais puisque d'elle-même, elle revenait à la vie commune, sur quoi pourrait-il asseoir son action en divorce? Il s'était flatté que, sommé par huissier de réintégrer le domicile conjugal, Madame Larmoisie refuserait d'obtempérer, lui fournissant ainsi le motif qu'il désirait. Au lieu de cela, elle prenait les devants. Il n'avait pas le droit de lui fermer sa porte. Les sourcils froncés regardaient le tapis à ses pieds, cherchant quelque inspiration. Le bruit léger d'une respiration difficile, d'un souffle étouffé à demi des larmes, lui fit lever les yeux sur sa femme et vit un visage bouleversé, humilié, douloureux. Monsieur Larmoisie n'était pas un mauvais homme. Jadis, au moment de leurs difficultés, il avait pris presque en horreur cette femme, sa femme, toujours si maîtresse d'elle-même qu'elle lui semblait impassible. La voyant aujourd'hui dans cet état, elle, si digne, si fière, y fut profondément remuée. Il eut honte d'opposer à sa démarche un si lent acquiescement. Il s'empara des mains de sa femme et, tête basse, le ton confus, il murmura « Pardonnez-moi, Marie-Hélène, mais j'aurais tant voulu que vous reveniez un peu pour moi. » Chapitre 26. Avec sa mère et son frère, Monique s'est rendue à la messe de minuit. Église comble comme toujours. À grande peine ont-ils trouvé un prie-dieu dans le coin d'une petite chapelle. L'ambiance recueillit, les paroles et les chants de la liturgie agissent sur Monique. La joie de Noël pénètre peu à peu son âme désolée. D'ailleurs, Michel n'ayant pas fait allusion à la fâcheuse démarche qu'elle a tentée près de leur père, elle en conclut que Monsieur Larmoisie n'en a pas parlé, preuve que son irritation est rapidement tombée. La pauvre fille prie de toute son âme pour que les projets de Monsieur Larmoisie ne se réalisent pas et que néanmoins Michel puisse aller où Dieu l'appelle. Le moyen de concilier les deux choses, elle ne le voit guère, mais l'enfant Dieu y pourvoira. Elle prie aussi pour que soit rendue à sa mère la paix et la joie. Tout bas, elle demande qu'une lumière intérieure éclaire Jean et lui fasse comprendre qu'il ne fallait pas prendre au sérieux son refus de l'autre jour. Le moment de la communion est arrivé. Elle suit, les yeux baissés, sa mère et son frère, quand ayant reçu l'hostie, elle se relève avec émotion. Elle reconnaît Jean Raquette dans le fidèle qui s'est agenouillé à côté d'elle. Cette rencontre qu'elle attribue au seul hasard lui semble une réponse d'en haut. À la sortie de l'église, comme s'il entendait l'appel de son cœur encore, Jean les retrouve. Après les avoir salués d'un air heureux, il disparaît pour revenir quelques secondes après dans sa petite auto. Monsieur Raquette, qui déjà y a pris place, les invite à monter. Ni Madame Larmoisie ni Michel ne se font prier, comme s'il s'agissait d'une chose convenue d'avance. Monique imagine que Jean va les reconduire au logis, mais pas du tout. Au lieu de prendre le chemin de la rue de Grenelle, l'auto traverse la Seine et les conduit boulevard de Courcelles. Elle ne comprend pas. La voiture arrêtée
Sa mère descend, puis Monsieur Raquette et Michel qui demandent gaiement. « Aurais-tu pris Racine sur la banquette, Monique? Nous réveillons donc ici ?» s'informe-t-elle plus qu'étonnée. Il faut croire. Elle n'ose demander. Et maman, sa mère qui depuis plus de 20 ans n'avait pas mis les pieds dans cette maison, sa mère, sans aucune hésitation, monte les 2 étages et pénètre dans l'appartement de Monsieur Larmoise. Le hall, le salon, la salle à manger sont éclairés et gaiement fleuris de blanc. Monique n'en peut croire ses yeux. Son père est là, qui vient à elle, l'embrasse et dit joyeusement « Voilà une petite fille qui croit rêver. » Dame, à 2 heures du matin, n'est-ce pas l'heure des rêves? Monique est bien convaincue, en effet, qu'elle est sortie du domaine de la réalité. Voir son père et sa mère réunis dans cette atmosphère et avec eux le cher Jean et Monsieur Raquette et Michel, ce ne peut être qu'un jeu séduisant de son imagination. Il ne manque hélas que la pauvre Sabine. Madame Larmoisie semble tout à fait à l'aise, sereine, souriante, et fait les honneurs du réveillon comme si elle était chez elle. Elle sait bien recevoir sa chère maman, aimable et prévenante. Elle veille à et n'oublie personne. Le réveillon est exquis. Au début, les manières et les propos étaient un peu cérémonieux, mais très vite, le champagne a mis du lien et de la gaieté. Monsieur Raquette est un précieux collectionneur d'anecdotes qu'il n'a avec esprit et vie. Monsieur Larmoisie lui donne la réplique. Michel est visiblement ému. Ce retour de sa mère au foyer paternel, retour dont il a deviné les raisons profondes et dont il apprécie le mérite et la générosité, lui paraît presque miraculeux. Ce dénouement, le seul qu'il n'eût pas prévu, est l'œuvre de la grâce. Il remercie son divin maître. Le réveillon s'achève. Monsieur Raquette se lève et s'adressant à son hôte, vous me permettez, mon cher, de lever mon verre à la santé de ma future belle-fille, au bonheur de nos chers enfants. Le visage de Monique devient radieux. Réalité durable, simple, rêve qui dissipera le réveil, elle savoure cet instant unique. Elle a tourné le regard vers Jean qui lui adresse son sourire le plus espiègle. Penché vers elle, il lui murmure tout bas. « Vous comprenez bien, ma chérie, que je n'avais pas pris au sérieux votre rupture de l'autre jour, et vous m'avez laissé 5 jours dans la désolation, naturellement pour vous punir. Les couples se heurtent. » Joyeusement. Monique est embrassée, fêtée. Jean lui passe au doigt une bague en brillant signe tangible du premier lien qui déjà les unit et l'on échafaude 1000 projets d'avenir. Mais avant de quitter la table, Monsieur Larmoisie remplit encore une fois les coupes. « Buvons maintenant, dit-il, à la barrette cardinaliste de mon fils. » Michel a compris. Ceci, c'est le consentement donné à son entrée au séminaire. « Merci, père, prononce-t-il d'une voix émue. » Il n'ose ajouter « Merci, ma mère. » Mais son regard reconnaissant va chercher celle qui, par son sacrifice, lui a obtenu ce consentement. Marie-Hélène, heureuse de la joie du fils tant aimé, exprime à son mari sa gratitude. « C'est mon cadeau pour votre retour près de moi, cher ami, lui explique-t-il. Puis, comme il faut toujours qu'il plaisante, ne trouvez-vous pas que cela sonnera bien, cardinal Larmoisie ?